Je m'appelle Sophie Turner. J'ai 32 ans. Et le matin où ma mère a essayé de m'humilier dans une salle d'audience de Seattle, elle pensait que mon solde bancaire était la preuve la plus solide qu'elle avait contre moi. Elle s'est penchée vers son avocat avec un sourire assez bruyant pour que les gens derrière nous le remarquent. Puis elle a ri. Elle peut à peine payer son loyer. Pourquoi quelqu'un la prendrait-il au sérieux? Quelques têtes se sont tournées. Je n'ai pas répondu. J'avais passé des années à apprendre que me défendre trop rapidement ne faisait que lui donner plus de matière à utiliser contre moi. Puis le juge a cessé de tourner les pages du dossier devant lui. Il l'a regardé directement. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui est votre fille. Son sourire a disparu. Son avocat s'est levé lentement. Votre honneur, de quoi parlez-vous? Le juge a ouvert une section scellée du dossier de succession. Selon le document authentifié soumis à ce tribunal, elle est en fait. Non, pas question, a crié ma mère avant qu'il ne puisse finir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était entrée dans cette salle d'audience en croyant tout savoir sur ce que ma grand-mère avait laissé. Elle était au courant de la maison. Elle était au courant des comptes d'investissement. Elle était au courant de la propriété qu'elle avait déjà mentalement divisée entre elle et le parent à ses côtés. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma grand-mère avait construit une dernière protection autour de sa succession et m'avait placé au centre de celle-ci. Mais cette révélation n'était que le début, car le document pour lequel ma mère se moquait de ma défense était sur le point d'exposer quelque chose de bien plus dommageable que la cupidité. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas aujourd'hui. Cela correspond-il à votre humeur du moment? J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que votre journée vous apportera paix, force et une bonne raison de sourire. Le juge n'a pas terminé sa phrase immédiatement. Il a rappelé à tout le monde que l'audience se déroulerait sur la base de preuves, et non d'interruptions, et a ordonné à ma mère de rester silencieuse à moins qu'on ne s'adresse à elle. C'est à ce moment-là que je l'ai finalement regardée de l'autre côté de l'allée. Son nom était Diane Turner, et à côté d'elle était assis mon jeune frère, Lucas. Jusqu'à ce matin-là, Lucas avait soutenu presque toutes les affirmations qu'elle avait faites. Il avait signé des déclarations disant que j'étais distante de la famille, peu fiable avec l'argent, et soudainement intéressé par grand-mère Margaret seulement après avoir appris la taille approximative de sa succession. Si vous lisiez ces papiers sans me connaître, vous pourriez croire que j'avais disparu pendant des années et que j'étais revenu avec un portefeuille vide et une histoire commode. C'était exactement l'image que ma mère voulait. Mais grand-mère Margaret avait anticipé quelque chose comme ça bien avant que nous comprenions ce qu'elle préparait. Je me suis souvenu d'un après-midi, 18 mois avant son décès, parce que cet après-midi était devenu une preuve. Grand-mère m'avait demandé de la rencontrer seule dans le bureau d'un avocat spécialisé en succession au centre-ville. Je pensais qu'elle avait besoin d'aide avec des papiers. Au lieu de cela, elle a glissé un mince dossier bleu vers moi. Ne discutez jamais avec quelqu'un qui profite de ne pas vous comprendre, a-t-elle dit. Conservez des archives. À l'intérieur se trouvaient des copies de correspondance, des listes de biens, une déclaration manuscrite et des instructions me nommant fiduciaire successeur de la fiducie familiale Margaret Turner. Je les regardais fixement car je n'avais jamais demandé à gérer quoi que ce soit. Je travaillais dans la conformité financière, louais un appartement modeste, payais mes factures avec soin et vivais en dessous de ce que les gens supposaient qu'une personne de ma profession devrait dépenser. Grand-mère le savait. Elle savait aussi que ma mère considérait les apparences comme des preuves. Ta mère pense que l'argent prouve le caractère, m'a dit grand-mère. Ce n'est pas le cas. Ce que les gens font quand ils pensent que personne ne peut les arrêter prouve le caractère. Ces mots me sont revenus alors que le juge examinait le même dossier de fiducie. L'arrangement ne me laissait pas simplement un héritage. Il me donnait la responsabilité fiduciaire de plusieurs actifs, exigeait une comptabilité indépendante et empêchait tout bénéficiaire de vendre la propriété familiale principale sans l'approbation du fiduciaire. Ma mère s'attendait à un contrôle direct. Grand-mère avait conçu le contraire. Plus important encore, la fiducie contenait un mémorandum expliquant pourquoi. Il décrivait des pressions répétées pour transférer des biens de manière anticipée, des demandes d'accès aux comptes et une tentative de persuader grand-mère de signer des documents avant qu'elle ait eu assez de temps pour les examiner. Grand-mère n'identifiait personne dans le premier paragraphe. Les dates et les messages rendaient cela inutile. Ma mère croyait aussi que le dossier bleu original n'existait plus. Des mois avant le décès de grand-mère,
je lui ai rendu visite et j'ai découvert qu'un tiroir verrouillé contenant des papiers de succession avait été vidé. Ma mère m'a dit que grand-mère était devenue confuse et lui avait demandé de le vider. Je savais que quelque chose n'allait pas car grand-mère m'avait appelé 2 nuits plus tôt et m'avait dit de ne laisser personne retirer le dossier. Quand j'ai demandé où il était, ma mère m'a regardé fixement. Il n'y avait rien d'important là-dedans. Je n'ai pas discuté. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le dossier crypté sur mon ordinateur portable contenant les copies numérisées que grand-mère et son avocat m'avaient dit de conserver. Ce que ma mère n'a jamais su, c'est que le dossier bleu avait été dupliqué, notarié, numérisé, horodaté par le cabinet d'avocats et déposé auprès d'un tiers dépositaire de documents. Détruire une copie papier ne changeait rien. Après le décès de grand-mère, ma mère a présenté une histoire différente. Elle a prétendu que grand-mère avait douté de la fiducie. Elle a produit une déclaration dactylographiée montrant prétendument que grand-mère voulait qu'elle ait une autorité plus large. Elle a dit à Lucas que j'avais manipulé notre grand-mère. Elle a dit aux parents que j'avais ignoré la famille pendant des années. Puis elle a déposé la contestation qui nous a amenés au tribunal. Sa stratégie dépendait d'une seule hypothèse, me faire paraître financièrement désespéré et tout ce que je dirais par la suite semblerait motivé par l'argent. Assise là pendant que le juge examinait le dossier de fiducie authentifié, j'ai finalement vu la faille. Ma mère s'était préparée à attaquer ma situation. Elle ne s'était pas préparée à expliquer les archives de grand-mère, et il y avait une autre chose dont elle ne savait rien. Dans mon dossier de preuve se trouvait une lettre manuscrite que grand-mère m'avait ordonné de garder séparée de tout le reste. Une phrase semblait maintenant presque prophétique. S'ils attaquent ta situation au lieu de répondre aux faits, Sophie, tu sauras qu'ils n'ont plus de vérité. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Lucas s'est penché vers ma mère et a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête vivement. Ce petit échange m'a dit qu'il n'était pas au courant de la fiducie non plus. Pendant des années, j'ai supposé qu'ils étaient unis parce qu'ils partageaient les mêmes faits. Maintenant, je me demandais si Lucas croyait simplement la version de moi que ma mère avait besoin qu'il croie. Quand j'ai été appelé à témoigner, je savais que l'erreur la plus facile serait de transformer l'audience en une dispute avec ma mère. C'est ainsi que notre famille avait toujours fonctionné. Elle provoquait. Je me défendais. Elle changeait de sujet. Je devenais émotive. Puis elle utilisait ma réaction comme preuve que j'étais le problème. J'ai refusé de répéter ce schéma. Déclinez votre nom. Sophie Turner. Mon avocat a commencé par la question la plus simple. Pourquoi contestiez-vous la tentative de votre mère d'invalider la fiducie de grand-mère Margaret? Parce que ma grand-mère a pris une décision délibérée concernant ses biens, ai-je dit. Et parce que l'histoire racontée sur sa capacité, ma relation avec elle et mes motivations n'est pas étayée par les archives qu'elle a laissées. Je n'ai pas parlé de mériter de l'argent. J'ai expliqué la chronologie. En mars, grand-mère a rencontré indépendamment le conseiller en succession. En avril, elle a subi une évaluation de sa capacité financière. En mai, la fiducie a été exécutée devant témoins. En juin, des copies ont été envoyées à un dépositaire de documents. Des mois plus tard, ma mère a commencé à dire aux parents que grand-mère n'avait pas été en mesure de faire des choix indépendants pendant exactement cette période. Mon avocat m'a tendu des messages entre grand-mère et moi. La plupart étaient des rappels de rendez-vous ordinaires, des questions sur des factures, de petites blagues, mais plusieurs contredisaient l'image que ma mère avait créée. L'un disait, « Ta mère a encore demandé de transférer la maison maintenant. » J'ai dit non. Un autre disait, « S'il te plaît, garde la copie de la fiducie en dehors de cette maison. » L'avocat de ma mère a objecté à des parties de l'échange. Le juge a statué avec soin, et je suis resté calme. Puis est venue la première vraie fissure. Mon avocat m'a montré une déclaration que Lucas avait signée, affirmant que j'avais appris l'existence de la fiducie de grand-mère seulement pendant ces derniers mois et que j'avais immédiatement augmenté mes contacts. Quand avez-vous appris pour la première fois qu'elle changeait la structure de sa succession? 18 mois plus tôt. Pouvez-vous le prouver? Oui. Mon avocat a affiché le registre de présence du cabinet d'avocats de grand-mère. Mon nom apparaissait à côté du sien. La date était plus d'1 an avant la période décrite par Lucas. Il a ensuite produit un courriel de suivi de l'avocat résumant les responsabilités de fiduciaire dont nous avions discuté. J'ai regardé Lucas. Son expression a changé. Il ne me regardait plus. Il regardait notre mère.
Lucas était-il au courant de cette réunion, a demandé mon avocat. Je ne crois pas. Lui avez-vous déjà dit que vous aviez appris l'existence de la fiducie vers la fin de la vie de Margaret? Non. Alors, d'où vient la date dans sa déclaration? J'ai fait une pause. Tout le monde s'attendait à ce que je dise ma mère. Deviner affaiblirait mon témoignage. Vous devriez demander à Lucas. Cette réponse a fait plus de dégâts qu'une accusation. Le jury l'a remarqué. Ma mère s'est agitée sur son siège. Lucas a baissé les yeux sur la déclaration comme s'il la voyait pour la première fois. La pièce suivante était pire. Mon avocat a posé des questions sur un dîner de famille 6 mois avant le décès de grand-mère. Ma mère l'avait décrit à plusieurs reprises comme la soirée où grand-mère m'avait critiqué pour vivre loin et ne jamais être là. Je me souvenais clairement du dîner. Grand-mère avait en fait annoncé qu'elle était fière de la vie que j'avais construite. Elle avait également refusé la demande de ma mère de discuter de la maison. Ce n'est pas un vote de famille, avait-elle dit. Lucas était là. Mon avocat a demandé si quelqu'un avait enregistré une partie de cette soirée. J'ai dit oui. Lucas lui-même avait enregistré une courte vidéo d'anniversaire et l'avait postée sur un groupe familial privé. Le clip archivé existait toujours. L'avocat de ma mère, Tony Howard, s'est levé immédiatement. Le juge a autorisé le court clip à des fins limitées. La voix de grand-mère a retenti dans les haut-parleurs de la salle d'audience. Sophie a construit sa propre vie. Je suis fier d'elle. Arrêtez de traiter l'indépendance comme un abandon. Puis la voix de ma mère. Nous essayons seulement de protéger ce qui appartient à la famille. Grand-mère a répondu, cela m'appartient jusqu'à ce que j'en décide autrement. Personne ne riait maintenant. Lucas s'est lentement tourné vers notre mère. Elle a refusé de croiser son regard. Tony a correctement fait valoir qu'un enregistrement occasionnel n'établissait pas la capacité testamentaire. Mais ce n'était pas pour cela que le clip était important. Il prouvait que la description de ce dîner par ma mère était fausse. Elle prétendait que grand-mère m'avait condamné. Grand-mère avait fait le contraire. Elle déforme tout, a soudainement lâché ma mère. Le juge l'a de nouveau averti. Elle a croisé les bras et m'a regardé avec l'expression que j'avais connue toute ma vie. Le regard qui disait que je l'avais trahi simplement en refusant d'accepter sa version des événements. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Elle était en colère parce que j'avais cessé de l'aider à mentir à mon sujet. Vous êtes-vous déjà demandé combien de pouvoir quelqu'un perd lorsque vous cessez d'essayer de le convaincre de votre valeur? Pendant des années, je voulais que ma mère admette que j'étais responsable, capable et loyal. Assise au tribunal, je n'avais plus besoin qu'elle admette quoi que ce soit. J'avais des dates, des documents, les propres mots de grand-mère, et la patience commençait à faire ce que la colère n'avait jamais pu faire. Elle poussait Lucas à se poser des questions. Pendant une suspension d'audience, je l'ai vu s'approcher de notre mère. J'ai entendu une phrase clairement. Tu m'as dit qu'elle n'était pas au courant de la fiducie jusqu'à la fin. Ma mère lui a attrapé le bras. Il a reculé. Pour la première fois de la journée, elle avait l'air effrayée. Pas de moi, mais de le perdre. Le témoin suivant était Emily Cole, une amie de longue date de grand-mère Margaret, qui vivait à 3 rues de là depuis près de 20 ans. Emily n'était pas dramatique. C'est pourquoi son témoignage était important. Elle est arrivée avec un calendrier, des messages et une mémoire que ma mère avait gravement sous-estimés. Emily avait aidé grand-mère avec les courses, le transport, les rendez-vous et les commissions. Elle m'avait aussi vu beaucoup plus souvent que ne le suggérait le dossier de ma mère. Quand je vivais en dehors de Seattle, je venais généralement pour 2 ou 3 jours à la fois plutôt que d'apparaître aux grandes réunions de famille. J'emmenais grand-mère à ses rendez-vous, j'organisais ses factures, je remplissais sa cuisine et je retournais au travail. Sophie était-elle la seule personne à aider Margaret, a demandé mon avocat. Non, a dit Emily, et Sophie n'a jamais prétendu l'être. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Ma mère avait construit son argumentation autour d'extrêmes. Soit j'avais tout fait, soit rien. La réalité était moins commode. Grand-mère avait un petit réseau. Emily aidait. J'aidais. Lucas aidait parfois. Ma mère aidait aussi. Surtout au début. Le conflit a commencé lorsque grand-mère a refusé de lui donner le contrôle.
Émilie a témoigné que la relation avait changé après que grand-mère eut rejeté plusieurs propositions concernant la maison. Ma mère a commencé à gérer l'accès. Un après-midi, j'ai appelé Émilie parce que grand-mère ne m'avait pas répondu depuis 2 jours. Émilie est allée la voir et l'a trouvée en parfaite santé. Elle a personnellement observé que le clavier de la porte latérale avait été changé. Elle a vu ma mère retirer du courrier de la table du couloir. Elle avait également remis à ma mère un colis qui m'était adressé après qu'on lui ait dit que je n'étais pas la bienvenue ce week-end-là. Puis mon avocat a posé la question qui a changé l'ambiance dans la pièce. Diane vous a-t-elle déjà demandé de signer une déclaration à propos de Sophie? Émilie a regardé vers ma mère. Oui. Tony a objecté, mais après discussion, Émilie a été autorisée à décrire la demande. Elle m'a apporté une déclaration dactylographiée disant que Sophie venait rarement, que Margaret était confuse à propos de l'argent, et que Sophie la pressait de changer son plan de succession. Était-ce exact? Non. Qu'avez-vous fait? J'ai refusé de la signer. Le visage de ma mère s'est durci. Mon avocat a demandé si Émilie possédait une communication concernant cette demande. Elle en avait une. Ma mère lui avait envoyé un message le lendemain matin. J'aimerais que tu reconsidères. Nous devons tous être cohérents ou Sophie profitera de la situation. Cohérent. Pas véridique. Cohérent. Tony s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il a suggéré qu'Émilie était partiale parce qu'elle avait été proche de grand-mère. Émilie a été d'accord. Il a souligné qu'elle n'était pas médecin et ne pouvait pas évaluer professionnellement la capacité mentale. Elle a de nouveau été d'accord. Puis il a demandé si je m'étais déjà plainte d'argent. Bien sûr, a répondu Émilie, la plupart des adultes qui travaillent se plaignent parfois d'argent. Tony a essayé de transformer cela en mobile. Donc Sophie avait des soucis financiers. Avoir un loyer à payer ne signifie pas que vous manipulez quelqu'un pour une succession. Tony a fait une pause. Ce n'était pas ma question. Alors posez-en une meilleure. Tony est passé à autre chose. Il a demandé si ma mère m'avait déjà personnellement empêché d'entrer dans la maison de grand-mère. Émilie a dit oui. Elle lui a donné une date. Je m'en suis souvenu immédiatement. J'avais conduit 3 heures après que grand-mère m'ait demandé de venir examiner des papiers. Quand je suis arrivé, ma clé ne fonctionnait plus. Ma mère m'a accueilli dehors et m'a dit que grand-mère se reposait et ne voulait pas de visiteurs. Je l'ai cru et je suis parti. Ce soir-là, grand-mère m'a appelé, furieuse, me demandant pourquoi j'avais ignoré son invitation. J'ai supposé qu'il y avait eu un malentendu. Émilie a maintenant témoigné qu'elle était à l'intérieur de la maison cet après-midi-là. Grand-mère ne se reposait pas. Elle était assise à la table de la salle à manger, m'attendant. Margaret a-t-elle dit qu'elle ne voulait pas de Sophie là-bas? A demandé mon avocat. Non. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi Sophie n'était pas arrivée. J'ai regardé fixement ma mère. Pendant des années, elle avait utilisé mon absence ce jour-là comme preuve que je ne me souciais pas assez pour venir. Elle avait créé cette absence elle-même. Comment calculez-vous la valeur des moments que quelqu'un a délibérément volés pour ensuite les utiliser contre vous? Je voulais une explication. Au lieu de cela, je suis resté immobile. Le jury avait besoin du schéma, pas de ma colère. Émilie leur a donné une dernière pièce. Grand-mère s'était inquiétée de papiers manquants et lui avait demandé de photographier le contenu de son bureau. Ces photographies étaient horodatées. L'une montrait le dossier de fiducie bleu 3 jours avant que ma mère ne prétende que grand-mère avait jeté de vieux papiers. Une autre montrait une enveloppe manuscrite marquée « O pour Sophie ». Gardée séparément. Tony a objecté à toute implication de mes faits sans preuve. Le juge a convenu qu'aucune conclusion ne devait être tirée au-delà de ce que les photographies établissaient, mais c'était suffisant. Les papiers existaient. Grand-mère les avait délibérément préservés. Peu de temps après, ils ont disparu de sa maison. Quand Émilie est descendue de la barre, Lucas a déplacé sa chaise de plusieurs centimètres loin de notre mère. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, elle s'est tournée vers lui avec des yeux suppliants au lieu d'ordonner. Tony Howard savait qu'attaquer mes visites ne fonctionnait plus. Le témoignage d'Émilie avait rendu l'absence dangereuse pour son camp, alors il a choisi une allégation plus sérieuse, l'influence. Quand je suis retourné à la barre, Tony s'est approché calmement. Madame Turner,
votre grand-mère a connu des périodes d'oubli pendant l'année où la fiducie a été exécutée. Correct. Des oublis occasionnels. Oui. Elle répétait des questions? Parfois. Avait besoin d'aide pour les rendez-vous? Oui. Il a hoché la tête comme si j'avais tout admis. Et pendant la même période, vous avez discuté de sa succession avec elle. Seulement lorsqu'elle a initié ces discussions ou lorsque son avocat m'a demandé de participer. Tony s'est tourné vers le jury. N'est-il pas possible que vous ayez profité de quelqu'un dont le jugement déclinait? Ma mère regardait attentivement. C'était l'accusation qu'elle voulait depuis le début. Seulement maintenant, cela semblait plus respectable venant d'un avocat. Tout est possible en théorie, ai-je dit. Les preuves déterminent si cela s'est produit. Tony a produit un document portant le nom de grand-mère. Il déclarait qu'elle était devenue incertaine quant à me confier le contrôle de la fiducie et voulait restaurer l'autorité familiale à ma mère. La date était 6 semaines après la signature de la fiducie. Avez-vous déjà vu cela? Seulement après le début du procès. Vous niez que votre grand-mère ait changé d'avis? Je nie que ce document prouve qu'elle l'ait fait. Accusez-vous votre mère de l'avoir fabriqué? Je dis que je ne sais pas qui l'a créé. Je sais qu'il ne correspond pas aux archives que grand-mère a laissées à son avocat. Mon avocat a alors demandé la permission de présenter les dossiers de capacité indépendants et la lettre manuscrite de grand-mère. Après avoir examiné la fondation et l'authenticité, le juge a admis des documents spécifiques. Mon avocat m'a tendu la lettre de grand-mère écrite le jour de l'exécution de la fiducie et signée devant son avocat en succession, un notaire et un conseiller financier indépendant. Je comprends que Sophie gérera certains actifs dans le cadre de la fiducie, a écrit grand-mère. Sa plus grande responsabilité est de protéger la propriété contre la pression, les ventes précipitées et les décisions prises pour la commodité de quelqu'un d'autre. Je la choisis parce qu'elle m'a répété à plusieurs reprises de dépenser mon propre argent pour moi-même au lieu de le préserver pour un héritage. Le visage de Tony a changé. La lettre contredisait directement sa théorie. Les relevés de compte montraient autre chose. À plusieurs reprises, grand-mère m'a offert de l'argent. J'ai refusé 2 transferts entièrement et j'ai rendu la majeure partie d'un autre après avoir utilisé une petite portion pour une dépense d'urgence qu'elle avait insisté pour couvrir. Si la cupidité avait été mon plan, j'avais été remarquablement mauvaise à ce jeu. Tony a réessayé. Une lettre manuscrite ne prouve pas une capacité mentale continue. Correct, ai-je répondu. C'est pourquoi son avocat a organisé une évaluation indépendante. L'évaluation a eu lieu 2 heures avant l'exécution. Grand-mère a correctement identifié ses actifs, nommé les personnes qui pourraient raisonnablement en bénéficier, expliqué le fonctionnement de la fiducie et indiqué pourquoi elle voulait des exigences de comptabilité neutre. Tony est revenu à la prétendue déclaration de changement d'avis. Donc, vous pensez que cette déclaration ultérieure devrait être ignorée? Je pense que son origine devrait être examinée. Pourquoi? Parce que grand-mère ne tapait pas à la machine. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers moi. Tony s'est arrêté de bouger. Quelqu'un aurait pu la taper pour elle. Oui. Alors cela ne prouve rien, pas en soi. Mon avocat a demandé la permission de discuter des métadonnées de la version électronique que le camp de ma mère avait produite lors de la communication des pièces. Après discussion, le juge a autorisé un interrogatoire limité. Le document avait été créé sur un ordinateur portable enregistré au nom de ma mère 3 jours avant qu'elle ne prétende avoir trouvé une version imprimée parmi les affaires de grand-mère. Plus troublant, le chant de l'auteur original contenait les initiales de ma mère avant d'être changé en déclaration de Margaret. Cela ne prouvait pas automatiquement que grand-mère n'avait jamais rien dicté, mais cela créait une question à laquelle Tony ne s'attendait pas. Il a tenté de se reprendre. Peut-être que Margaret a demandé à Diane de le taper. Mon avocat s'est levé. Le conseil témoigne-t-il maintenant? Le juge a fait droit à l'objection. Tony est retourné à sa table. Ma mère a attrapé sa manche. Il s'est dégagé. Lucas regardait le document. La confusion s'est transformée en reconnaissance, puis en colère. Pendant la pause suivante, il s'est approché de moi pour la première fois. Étais-tu au courant de ces métadonnées avant aujourd'hui? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru? Il n'a rien dit. Finalement, il a chuchoté.
Maman m'a dit que grand-mère avait écrit cette déclaration parce qu'elle avait peur que tu contrôles tout. As-tu déjà vu grand-mère l'écrire? Non. L'as-tu déjà entendu dire ça? Il a regardé vers notre mère. Non. Ce fut le moment où leur alliance a commencé à s'effondrer. Non pas parce que j'ai convaincu Lucas de me choisir, mais parce que les preuves rendaient impossible pour lui de rester à l'aise là où il était. Lorsque les témoignages ont repris, Tony a posé une dernière question. Cette affaire entière ne vise-t-elle pas finalement à ce que vous preniez le contrôle d'une succession de valeurs? J'ai regardé la fiducie, puis ma mère. Non, il s'agit de savoir si grand-mère a été autorisée à décider de ce qui arrivait à ce qu'elle avait construit. Le contrôle est exactement ce qu'elle essayait d'empêcher. Tony a dit, pas d'autres questions. Mais la question la plus importante appartenait maintenant à Lucas. Quelle part de ce qu'il avait juré sous serment provenait de choses qu'il savait, et quelle part provenait de notre mère? Au moment où les plaidoiries finales approchaient, je ne me sentais plus comme la femme qui était entrée au tribunal, embarrassée par une blague sur le loyer. Rien n'avait changé concernant mon appartement ou les factures qui attendaient à la maison. Ce qui avait changé, c'est que rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ma mère avait essayé de réduire la crédibilité à la richesse parce que la richesse était le langage auquel elle faisait confiance. Grand-mère mesurait autre chose, la retenue. J'avais été choisi non pas parce que je possédais le plus, mais parce que j'exigeais le moins. Avant que le jury ne se retire, le juge m'a autorisé à faire une dernière déclaration limitée. Je me suis levé. Je ne demande pas à ce tribunal de décider si j'étais la petite fille parfaite. Je ne l'étais pas. J'ai manqué des appels. Je vivais loin. Je travaillais trop. Grand-mère et moi n'étions pas toujours d'accord. Rien de tout cela ne donne à quiconque le droit de réécrire ses décisions après qu'elle ne puisse plus se défendre. Elle a créé une fiducie avec un conseiller indépendant. Elle a documenté pourquoi. Elle a demandé une surveillance parce qu'elle ne voulait pas qu'un bénéficiaire, y compris moi, ait un contrôle sans contrepoids. Je demande au tribunal d'honorer cela. J'ai fait une pause. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que me défendre signifiait faire en sorte que ma famille me comprenne. Je ne crois plus cela. La compréhension ne peut pas être forcée. Les archives peuvent être préservées. Les limites peuvent être appliquées. La vérité peut être démontrée. Puis je me suis assise. Ce qui s'est passé ensuite était plus important. Lucas a demandé, par l'intermédiaire de son propre avocat, à corriger une partie de sa déclaration. Ma mère s'est tournée vers lui si rapidement que plusieurs jurés l'ont remarqué. Son avocat a expliqué que Lucas ne pouvait plus affirmer que j'avais appris l'existence de la fiducie pour la première fois pendant les derniers mois de grand-mère parce qu'il n'avait aucune connaissance personnelle de ce fait. Il l'avait inclus sur la base d'informations de notre mère. Tony a objecté, mais le juge a autorisé une correction limitée. Lucas s'est levé. Je croyais ce que j'ai écrit quand je l'ai signé, a-t-il dit. Mais je comprends maintenant que je n'ai pas personnellement assisté à certains de ces événements. Ma mère a chuchoté, Lucas, ne fais pas ça. Le juge l'a averti. Lucas a continué. Il a admis qu'il n'avait jamais personnellement entendu grand-mère m'accuser de la pressurer. Il l'a cru parce que notre mère le répétait. Puis il a dit qu'elle lui avait montré la déclaration de changement d'avis dactylographiée avant de déposer le dossier et lui avait dit que grand-mère l'avait écrite indépendamment. Il n'avait jamais vu d'original manuscrit. Le jury a été brièvement excusé pendant que les avocats discutaient des implications. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais fatiguée. Il y a un point dans les conflits familiaux où la justification cesse de ressembler à une victoire et commence à ressembler au fait de déposer enfin quelque chose de lourd que vous n'auriez jamais dû porter. Quand le jury est revenu, Tony a soutenu que les souvenirs de famille étaient imparfaits. L'historique des documents pouvait avoir plusieurs explications et l'oubli de grand-mère créait des préoccupations légitimes. Mais son problème était cumulatif. Une déclaration inexacte pouvait être une erreur. Une visite bloquée pouvait être un malentendu. Un dossier manquant pouvait être une coïncidence. Un document créé sur l'ordinateur de ma mère pouvait avoir une explication innocente. Pourtant, lorsque chaque événement douteux profitait à la même personne, le schéma devenait difficile à ignorer. L'argumentation de ma mère avait commencé par une histoire simple. Sophie est fauchée. Sophie veut de l'argent. Sophie a influencé grand-mère. À la fin,
le tribunal avait vu quelque chose de plus difficile à écarter. Grand-mère a documenté indépendamment son plan, a demandé un examen professionnel, a créé des copies externes, a restreint l'autorité de tout le monde et a spécifiquement mis en garde contre la pression. Les gens demandent souvent quelle est la plus douce vengeance contre quelqu'un d'obsédé par le contrôle, prendre leur argent, les humilier, forcer des excuses. Assise là, j'ai réalisé que c'était plus simple. Vous leur enlevez la capacité de définir la réalité pour tout le monde. Ma mère pouvait toujours ne pas m'aimer. Elle pouvait toujours me traiter d'irresponsable. Mais pour la première fois, ces paroles n'avaient aucune autorité sur ce qui allait se passer ensuite. Les documents l'avaient. Le jury a délibéré assez longtemps pour que toutes les issues possibles me traversent l'esprit. Je me suis assise dans le couloir du palais de justice avec une tasse de café en papier que je n'ai jamais bu. De l'autre côté du couloir, ma mère était assise à côté de Tony Howard. Lucas était assis à 10 pieds d'eux. Cette distance en disait plus que n'importe quelle plaidoirie finale. Quand nous avons été rappelés à l'intérieur, le contremaître s'est levé. La première conclusion a confirmé la fiducie de grand-mère Margaret. La deuxième a rejeté l'affirmation selon laquelle j'avais indûment influencé sa planification successorale. La troisième a conclu qu'il n'y avait pas de preuves crédibles suffisantes pour établir que grand-mère manquait de la capacité requise lorsque les documents ont été exécutés. Pendant plusieurs secondes, tout semblait lointain. Ma mère n'a pas bougé. Puis le juge a abordé les questions que le jury n'avait pas décidées. C'est là que les conséquences sont devenues beaucoup plus importantes qu'elle ne l'avait prévu. La fiducie contenait une clause de disqualification fiduciaire. Tout bénéficiaire qui dissimulait sciemment des biens de la fiducie, interférait avec les registres requis ou soumettait des informations matériellement fausses dans le but de prendre le contrôle pouvait être démis de ses fonctions administratives en attendant un examen plus approfondi. En raison des divergences découvertes lors du litige, le juge a ordonné que ma mère soit démise du poste de gestion temporaire de la succession qu'elle avait assumé après le décès de grand-mère. Un fiduciaire professionnel indépendant superviserait la transition, moi n'agissant que dans le cadre de l'autorité que grand-mère m'avait assignée. Ma mère s'est levée d'un bond. Vous lui donnez le contrôle après tout ça. Asseyez-vous, a dit le juge. Elle ne l'a pas fait. Elle ne peut même pas gérer sa propre vie. Elle loue un appartement d'une chambre. Le juge l'a regardé. Madame Turner. Payer un loyer n'est pas une preuve de malhonnêteté, d'incapacité ou d'inaptitude. Ce tribunal se préoccupe de la conduite et de la documentation. Ma mère s'est lentement assise. Mais ce n'était pas la fin. Avant le litige, elle avait accepté un accès temporaire à certains comptes de la succession en vertu d'un accord exigeant le remboursement ou la compensation des dépenses non justifiées si sa contestation échouait. La comptabilité indépendante avait identifié plusieurs transferts nécessitant une explication, des frais juridiques payés à partir d'un compte non autorisé pour un litige personnel. Des remboursements d'entretien sans factures adéquates et un paiement substantiel à une société de conseil créée par l'un de ses amis après le décès de grand-mère. Le juge a souligné que cela n'établissait pas automatiquement une faute intentionnelle, mais que chaque montant contesté serait maintenant examiné, et que ma mère devrait justifier chacun d'eux. Tony s'est penché vers elle et a chuchoté. Elle est devenue blême. Puis est venue la phrase qui a complété le moment du début de l'audience. Le juge a soulevé le résumé de la fiducie authentifiée. Plus tôt aujourd'hui, le conseil semblait confus lorsque j'ai noté le statut de mademoiselle Sophie Turner. Pour plus de clarté, elle n'est pas simplement une bénéficiaire cherchant une distribution. Elle est la fiduciaire successeur désignée par Margaret Turner, soumise aux dispositions de comptabilité indépendante et de surveillance de la fiducie. Ma mère a secoué la tête. Non, a poursuivi le juge. L'instrument de contrôle a été authentifié. Pas question, a-t-elle chuchoté. Cette fois, il n'y avait pas de colère derrière, seulement la prise de conscience. Elle avait passé des mois à essayer de prouver que j'étais trop insignifiante financièrement pour être prise au sérieux, ne comprenant jamais que grand-mère avait séparé la richesse personnelle de la responsabilité fiduciaire. Je ne suis pas soudainement devenue riche. Je suis devenu responsable en vertu de la fiducie. La maison familiale ne pouvait pas simplement être vendue et divisée en espèces. Grand-mère avait donné pour instruction qu'elle soit d'abord offerte selon des conditions spécifiques à une organisation communautaire d'alphabétisation qu'elle avait soutenue pendant des années. Si elle était acceptée, la propriété servirait un objectif qui lui tenait à cœur. Sinon,
une part définie du produit de toute vente financerait le fonds d'alphabétisation Margaret Turner avant que les actifs restants ne soient distribués selon le calendrier de la fiducie. Ma mère s'attendait à une manne qu'elle pourrait contrôler. Grand-mère avait transformé ce contrôle en règle. Elle a mis la maison dans ce programme parce que Sophie l'a manipulé, a lâché ma mère. Le juge lui a rappelé que l'affirmation avait déjà été rejetée. Tony l'a doucement ramenée sur sa chaise. Elle s'est retournée contre lui. Vous m'aviez dit que c'était réparable. Il a baissé la voix. Je vous ai dit que nous avions besoin de preuves. Cette phrase a mis fin à leur alliance plus efficacement que tout ce que j'aurais pu dire. Puis Lucas s'est levé et a regardé directement notre mère. Savais-tu que la déclaration dactylographiée venait de ton ordinateur? Elle l'a regardé fixement. Pas ici. Tu m'as dit que grand-mère l'avait écrite. Lucas, le savais-tu? Le juge les a avertis de ne pas transformer la salle d'audience en une confrontation familiale. Lucas s'est assis, mais le mal était fait. À l'extérieur de la salle d'audience, il a redemandé. Cette fois, elle a répondu en m'attaquant. Regarde ce qu'elle a fait à cette famille. Lucas a secoué la tête. Non, je te demande ce que tu as fait. J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois. Dans ses fantasmes, je livrais la phrase parfaite. Quand le moment est venu, je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Lucas lui a dit qu'il se retirait de toute stratégie juridique coordonnée avec elle et qu'il communiquerait par l'intermédiaire de son propre avocat sur les questions de comptabilité restantes. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais attendu. J'ai signé des choses parce que tu m'as dit que Sophie essayait de nous voler. Tu m'as fait l'attaquer en utilisant des choses que je ne savais pas vraiment. Ma mère l'a regardé comme s'il était le traître. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ça le problème, a-t-il répondu. Tout devient une dette avec toi. Il s'est éloigné. Elle a appelé son nom 2 fois. Il ne s'est jamais retourné. C'était la conséquence qu'aucun juge ne pouvait ordonner. Elle avait perdu la personne qui, croyait-elle, validerait toujours sa version des événements. Dans les semaines qui ont suivi, la comptabilité s'est poursuivie. Le tribunal a exigé le remboursement des dépenses qui ne pouvaient pas être justifiées, réduisant une partie de la distribution éventuelle de ma mère. Il lui a été interdit d'administrer les actifs de la fiducie. Sa contestation a échoué. Plusieurs parents qui avaient répété ces affirmations m'ont contacté après avoir lu les conclusions. J'ai donné à tout le monde la même réponse. Le dossier du tribunal parle de lui-même. Lucas s'est excusé plus tard, mais je n'ai pas immédiatement restauré notre relation. Je l'ai cru, m'a-t-il dit. Tu as aussi signé de ton nom? Ai-je répondu. Il a hoché la tête. Je sais. Cette réponse a été la première raison pour laquelle j'ai envisagé de reconstruire quoi que ce soit avec lui. Il acceptait sa responsabilité. Nous avons commencé par des appels téléphoniques occasionnels. Reconstruire la confiance lentement semblait plus honnête qu'une réunion dramatique. Ma mère ne m'a jamais présenté les excuses que les gens pourraient attendre. Au lieu de cela, elle a dit à des connaissances que le juge avait été partial. Les avocats avaient tout embrouillé. Grand-mère avait fait une erreur et j'avais monté Lucas contre elle des années plus tôt. Ces affirmations m'auraient autrefois poussé à me défendre précipitamment. Maintenant je comprenais le piège. Certaines personnes ne veulent pas de clarification. Elles veulent une juridiction permanente sur votre identité. La seule façon de gagner est de cesser de comparaître devant leur tribunal imaginaire. Des mois plus tard, je suis retourné à l'ancienne maison de grand-mère alors que la fiducie achevait le processus de transfert. L'organisation d'alphabétisation avait accepté la propriété. Une pièce deviendrait un espace de lecture. Une autre accueillerait des ateliers communautaires. Je me tenais dans le couloir, tenant le dossier bleu. À l'intérieur se trouvait la lettre manuscrite de grand-mère. J'ai relu le dernier paragraphe. Tu n'as pas besoin de devenir plus dur que les gens qui te sous-estiment. Devient plus difficile à contrôler. J'ai finalement compris pourquoi elle m'avait choisi. Non pas parce que j'étais la personne la plus prospère de la famille, non pas parce que j'avais le plus d'argent. Elle m'a choisi parce que chaque fois qu'elle m'offrait le contrôle, je demandais quelle protection elle voulait autour. Ma mère se moquait de mon loyer parce qu'elle croyait que la valeur d'une personne pouvait être mesurée par ce qu'elle possédait.
Grand-mère mesurait autre chose, ce qu'on pouvait faire confiance à une personne de ne pas prendre. C'est pourquoi le moment où ma mère a ri au tribunal est devenu le moment où tout a commencé à lui échapper. Elle est entrée en s'attendant à prouver que j'étais trop insignifiante pour compter. Au lieu de cela, elle a exposé à quel point son pouvoir dépendait du fait que tout le monde la croyait sans vérifier. Elle a perdu le procès. Elle a perdu le contrôle administratif. Elle a dû rembourser des dépenses non justifiées. Elle a perdu l'héritage qu'elle pensait pouvoir commander. Plus douloureusement, elle a perdu la loyauté inconditionnelle de Lucas. Je suis parti sans avoir besoin de son approbation ou de ses excuses. La vengeance ne signifiait pas détruire sa vie. Cela signifiait permettre à chaque choix qu'elle avait fait de lui appartenir enfin. Elle avait passé des années à construire une histoire dans laquelle j'étais faible, désespérée et indigne d'être prise au sérieux. Tout ce que j'avais à faire était d'arrêter de me disputer avec cette histoire et de laisser les preuves répondre pour moi. Si quelqu'un a déjà essayé de définir votre valeur par votre revenu, votre statut, vos erreurs ou votre utilité pour lui, souvenez-vous de ceci. Les personnes qui contrôlent se préparent à la version de vous qu'elles ont inventée. Elles sont rarement préparées à la personne que vous êtes tranquillement devenue. Nous apprécions vraiment votre soutien et votre attention aujourd'hui. Tout dans cette histoire est fictif et crédité uniquement à des fins de divertissement éducatif et de narration dramatique. Nous espérons que cela vous rappelle que vous êtes autorisé à cesser de faire confiance aux personnes qui continuent de traiter votre confiance avec négligence. La confiance n'est pas une dette que vous devez à quelqu'un pour toujours. C'est quelque chose qui devrait être protégé, respecté et regagné par des actions.